va recommencer. On va reprendre histoire d'essayer de tenir les temps. Donc, nous accueillons maintenant Heiko Hansen. Heiko, vous êtes né en Allemagne. Vous avez étudié, entre autres, à Londres, au Royal College of Art. Vous avez rencontré Hélène Evans, avec qui vous avez créé un collectif artistique, je ne sais pas, vous verrez comment vous souhaitez vous définir, en 99, et aujourd'hui vous vivez à Paris. La ville est votre champ d'investigation, puisque maintenant on a les racines bien ancrées dans le sol, on va pouvoir parler aussi d'autres champs, et donc la ville est votre champ d'investigation et de création, et en particulier les systèmes technologiques qui la traversent, les transports, la publicité, la pollution, et vous cherchez à soit en dénoncer les méfaits, soit souligner les ambiguïtés que cela soulève. Et on en parlait avec Francis Allais tout à l'heure, à rendre aussi visible l'invisible. Donc vous inventez des récits, vous développez des métaphores, pour, toujours avec humour et poésie, puisque c'est aussi un des thèmes de notre journée, pour montrer tous ces flux aériens, souterrains et terrestres qui traversent nos villes. Donc votre projet emblématique, dont vous allez nous dire quelques mots, Nuages Verts, a reçu de nombreux prix en Europe et aux États-Unis. Il symbolise bien, à mon avis, à la fois votre engagement écologique et puis vos modes d'expression qui mêlent le son, la lumière, les images projetées, mais aussi le travail avec des habitants, le travail avec de formes d'artistes, avec les techniciens qui interviennent, puisque ce sont vraiment des interventions plus que des installations. Donc ces nuages artificiels Man-Made Clouds, dont vous allez nous parler, puis je crois que c'est aussi le titre d'un ouvrage qui va sortir l'année prochaine. Et donc un de vos thèmes de travail, l'idée que ces nuages qui viennent des émissions, des productions humaines, sont symboles du progrès industriel pendant longtemps et aujourd'hui sont décriés. Vous les déclinez sous divers angles et vous allez nous montrer ces approches-là. Et en fait, c'est un nuage très spécifique, un nuage de nicotine qui vous amène aujourd'hui jusqu'à nous, puisque vous allez à partir de cette plante qui est Nicotinia tabacum, puisque le tabac est avant tout au départ une plante, une solanacée qui vient d'Amérique, et qui a été acclimatée en Europe, qui a été cultivée en Europe, qui aujourd'hui, la production de tabac vient d'ailleurs, vous allez nous parler de ça. Et donc vous vous êtes emparé de cette ambiguïté, puisqu'aujourd'hui, où on parle de circuit court et de production locale, on consomme du tabac qui vient d'ailleurs. Voilà, je vous laisse la parole. On a une petite demi-heure avec suivi de quelques questions. Ok, donc merci pour cette introduction. Comme tu as déjà dit, voilà, je suis allemand, Hélène est anglaise, donc je suis toujours pas à l'aise de présenter des sujets tellement complexes, j'espère qu'on va présenter aujourd'hui, mais si j'arrive pas, peut-être il faut que j'explique quelques mots en anglais, mais on verra. Voilà, je veux, comme déjà annoncé, parler un peu de notre plantation de tabac en Italie 2010. Mais pour situer un peu mieux cette plantation, parce que je ne suis pas biologiste, je veux peut-être présenter un projet qu'on a travaillé depuis longtemps et comme déjà évoqué, qui va terminer en 2013, donc l'année prochaine, mars, avec une publication avec l'édition X à Orléans. Donc le livre s'appelle Man-Made Clouds et c'est en somme une présentation de l'histoire, une présentation de l'histoire des nuages faits par hommes, fabriqués par nous à travers de l'art, science et aussi la culture populaire, on peut dire. Et donc cet ouvrage va aussi intégrer notre travail,
recherche entre design et art, notre pratique, si vous voulez. Ça, c'est une œuvre que tu as déjà donc vite évoqué, Nuages verts, ici à Saint-Ouen. On a réalisé cette projection, cette illumination des usines énergétiques à Helsinki en 2008. Et ici, c'est l'incinérateur à Saint-Ouen. Ça, je suis content de voir Laurence aujourd'hui parce qu'on a travaillé avec elle à cette époque, en 2007, pour l'expo Air de Paris, l'anniversaire de Pompidou. Donc, on a réalisé une sorte d'éclairage de la pollution urbaine avec collaboration avec Air Paris, l'Institut qui nous publie chaque jour la pollution urbaine à Paris. Et donc, comme on voit toujours avec l'idée de faire visible ou faire visible quelque chose qui est visible, moi je pense plutôt quelque chose qui est très visible dans le cas de Nuages verts, de toute façon. Ça c'est, je vois juste, ça risque d'être très éclectique, mais juste pour expliquer un peu mieux le contexte. Ça c'est une autre performance à New York où on a identifié ce qu'on a trouvé l'objet le plus nocif de cette grande ville, le Porsche 4x4. Donc on a fait nous-mêmes une sorte de version télécommandée dans les rues à New York qui est équipée avec un nuage coloré aussi. Et ça c'est un travail qui était juste installé à Paris aussi, dans un parc, le domaine des Chamarons. C'est un travail qu'on a réalisé avec le laboratoire mécanique fluide à Paris, une explosion sous l'eau d'une centrale nucléaire. Il faut dire avant Fukushima, aujourd'hui il y a beaucoup de dates sur cette question. Donc, ça, évidemment, ça c'est notre travail ou notre recherche pratique. Après, dans ce livre, il y a aussi des autres intervenants qui veulent analyser parfois aussi, par exemple dans le cas de Nuages verts, les questions de la langue. Il y a Nortje Mares, elle est chercheuse, un sociologue à Goldsmiths à Londres, qui veut analyser la langue utilisée par exemple, on a une grande collection de documents, puisque le projet était, après ce succès à Helsinki, elle était censurée par la police et l'administration politique et bureaucratique à Saint-Ouen et Ivry, Paris. Donc d'analyser pourquoi quelque chose pourquoi une sorte de panique, une panique en face de cette installation publique, donc l'incinérateur ou notre projet qui était limité par la région de Paris d'ailleurs, d'éclairer la fumée de l'incinérateur. Donc juste pour faire le pont à ce titre qu'on a donné à cette présentation, donc la dimension politique d'une plante, parce que si dans l'histoire de l'art et design, c'est très pensif de dire les nuages sont des catalystes de notre imagination. Évidemment, bien sûr, comme on sait très bien, si on regarde une image, on voit des formes, on voit c'est une sorte d'écran mental, mais bon, on peut pour résumer, dans ce livre, cette collection, aux recherches iconographiques, nous avons cette vision qu'évidemment, depuis le XXe siècle, il y a, c'est le nuage fait par homme. Donc on trouve un peu, aujourd'hui aussi, on est surpris par presque une sorte kitsch des nuages qu'on voit partout, qui est les nuages naturels qui sont recréés, mais dans la réalité, en fait, ce sont, je pense, on a remplacé les nuages par notre propre nuage fait par nous. Donc ici, on voit par exemple une collection, on a depuis des années une collection des affiches où la forme de la nuage qui sort d'une usine, d'une centrale d'énergie, ou une centrale nucléaire, ou une centrale de charbon, deviennent un symbole. Donc ça, juste
vous voyez quelques exemples là, très connus en France, l'atelier populaire, 68, la lutte continue, un artiste allemand, je vais d'ailleurs vous montrer l'image après. Ça tout le monde connaît, c'est Klaus Steg, peut-être explique très bien le concept du livre, voilà, de hurricane, l'actualité qui Vienne. Les hurricanes sortent du cheminée de la usine. Donc voilà. Mais il y a aussi un très riche, pour m'approcher un peu au sujet, il y a une très riche métamorphose, on peut dire, entre la pollution industrielle et notre microsphère, la pollution micro de nous en tant qu'individus. Pour parler un peu peut-être le concept de Sloterdijk, la pollution atmosphérique qui changeait notre environnement, mais aussi notre micro-pollution, la air conditioning. Et donc là, on voit aussi dans beaucoup des travaux qu'il y a cette superposition des deux sujets qu'on veut aussi traiter. Je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Peut-être ça va être aussi, après, là, on va tous travailler sur la publication. Donc, très joli exemple de Klaus Steg, designer, graphiste, affichiste en Allemagne. Wir rauchen um die Wette. Donc, parce qu'en fait, dans la réalité, les deux sont très liés, parce que c'est très drôle de noter que les grands cheminées de tous ces centrales, on va dire, d'un incinérateur, une sorte de filtre équipé avec un filtre à la fin du cheminée pour filtrer ce qui sort dans l'environnement. Mais évidemment, si on fume la cigarette, c'est un peu l'inverse. On a le filtre de l'autre côté avant d'inhaler dans notre poumon. Donc, on voit ces superpositions entre les deux sujets. Peut-être aussi très bien dans cette image-là, une projection de Greenpeace en Allemagne sur une tour de refroidissement d'une centrale charbon. Smoking kills, donc il y a vraiment des... Juste tout ça pour vite faire une introduction, de dire, voilà, là, évidemment, ce qui est intéressant pour des artistes et des designers, je trouve, je suis convaincu, c'est un point de début pour une recherche, c'est une dimension politique, donc la plante de tabac ou la fumée de tabac. À la même temps, c'est aussi intéressant peut-être parce que le tabac a historiquement une très grande histoire du design. Donc, il y a déjà l'invention de tellement des objets qui sont créés en relation avec le tabac. C'est qu'aujourd'hui, on habite dans cette peut-être époque un peu triste où la consommation du tabac est quelque chose qui est ultra industrialisé. Peut-être on peut parler après un peu des détails de la production et les produits dans le tabac qu'on consomme aujourd'hui. Mais donc c'est quelque chose ultra industrialisé et tous ces accessoires ou des formes de consommation, donc du design, les boîtes pour le tabac à priser ou toutes les variations des pipes, des cigarette holder, donc je veux juste, encore une fois, c'est que pour un peu situer le projet, ça risque aussi d'être un peu comme un blog ou très éclectique en choix des images. Ça c'est une affiche qu'on a aussi collectée parce que record makers sont chez nous dans la rue, dans le 18e, donc j'ai découvert cette affiche de Sébastien Tellier qui est sur le premier point très très rigolant. À la même temps, ça je trouvais intéressant parce que les premières images qu'on connaisse en Europe, c'est en fait découverte par un moine qui était avec Christophe Colomb dans le bateau. Et les premières consommations de cigarettes qu'il a vues, c'est une sorte de tube qui rentre dans les deux trous
voilà. Et avec qu'on peut tirer la fumée du tabac, qui est plutôt un petit feu des feuilles de tabac. Donc, j'imagine voilà, un bon exemple que... Après, il y a les questions, et c'est pour ça la dimension politique, fumée ou pas fumée. Je vais juste montrer deux exemples que je trouve rigolants. Ici, c'est Brunel. Tout le monde va lui connaître. C'est un peu l'équivalent de Eiffel en Angleterre. Et pour la inauguration en 2006 de la université, la Brunel University à Londres, en fait, un sculpteur a été demandé de faire une sculpture, mais il a supprimé le cigare. Donc, Brunel lui-même a fumé 500 cigares par semaine, je pense. Il a une sorte de coffre spécial dessiné pour lui. Et donc, ça crée évidemment un scandale parce que quelque chose manque dans l'image. Le même, on connaît très bien en France. Je pense que c'était en 2009, ouais. Tati amputé de sa pipe. Donc, d'être politiquement correct. Et un autre, voilà, il y a juste comme je dis, c'est juste quelques images. Peut-être j'ai choisi cette-là. Il y a la question aussi la libération de la femme, le rôle de la femme pendant les années en Allemagne, on connaît ça très bien. Pendant la Deuxième Guerre, il était cette phrase, die deutsche Frau raucht nicht, dans le régime de NS, parce que voilà, la femme est voilà, une sorte d'organisme qui produit des enfants, qu'il faut être pas pollué par des particules. Ici, c'est une publicité d'une association à Paris en 2006, je pense, qui en fait défend les droits pour les non-fumeurs, mais il fallut retirer cette campagne parce qu'il y avait tellement des protestes contre, donc ce n'était pas possible. Donc, on a en fait, comme on a travaillé sur le projet Nuagewerk à Helsinki, c'était en 2005, on a été dans une résidence et comme c'était un peu comme le contexte comme à Paris, au début, c'était impossible de réaliser, il y avait beaucoup de résistance. On s'est dit, voilà, les microsphères, comment on peut créer peut-être un environnement à l'intérieur qui peut interagir avec les individus, avec ses émissions, ses propres émissions. Donc on a commencé de créer des premiers smoking rooms ou emission rooms. Ici, c'était à Helsinki, le premier, une sorte de lampe et un système qui réagit avec le fumée des cigarettes, et un autre qui mesurait en temps réel la saturation de CO2 de la salle. Donc après, on a développé aussi, je vais vous montrer peut-être une vidéo, un autre prototype à Paris. Hop. C'est pas le bon. Attends, il faut le chercher. Voilà, peut-être. Désolé, les vidéos sont vraiment... c'est un but pour documenter, ils n'ont pas une valeur. Donc, très simple, l'idée c'était de faire aussi une sorte de sonification, on peut dire, une sorte d'espace musical avec la fumée des cigarettes. Et on voit très, très vite l'interaction qui est suggérée ici. Dès qu'on fume, ça c'est moi, évidemment, dès qu'on fume, à cette époque je fumais d'ailleurs beaucoup pour réaliser ce travail, c'est vrai.
Mais dès qu'on fume, en fait, la lampe change et devient très, elle émet une sorte de son et la lumière change. Avant, on a vu la lumière blanche et après, elle devient très rouge. C'est un signal, avertissement. Donc, c'était intéressant aussi de voir que c'était impossible de montrer, par exemple, ce travail. On était en contact avec des musées, des biennales, mais c'était impossible de montrer. Donc on a prouvé dans un biennale, dans un instant à la Norvège, c'était même pas possible de montrer le travail sans le faire marcher, parce que quelqu'un peut par hasard être encouragé de le faire marcher et perdu son travail parce que c'est un café dans un musée. C'était vraiment compliqué. Donc ici, on voit les autres fumeurs. Ça, c'est la biennale de Saint-Étienne. Là, c'était un espace usine, donc c'était possible d'installer le travail. Et je vais juste montrer vite une deuxième vidéo. Donc, seulement en 2008, on a réalisé le travail une fois. Ah oui, c'est là, c'est très bien. À Linz, dans le musée OK Center for Contemporary Art. Et là, c'était possible, donc c'est vraiment la première fois. Je ne connais pas aussi un autre exemple où on peut fumer dans le musée. Donc, ce qui est aussi joli, je trouve, c'était à la début un sorte de problème parce que le capteur est très fragile et il faut qu'il s'adapte toujours à l'environnement qui est de plus en plus rempli avec la fumée. Donc, il faut fumer beaucoup, beaucoup, comme on voit ici. Donc, ça, il y a toute une vidéo après. Je ne sais pas si j'ai trouvé, il y a aussi une mère qui a encouragé de fumer plus par ses enfants. Donc là, ils sont en train. Voilà. Donc voilà, ici on voit, ça c'était le cadre d'invitation pour l'exposition à Paris en 2005, je pense. On a trouvé intéressant l'idée d'invertir le cadre par Marcel Duchamp, c'était en 67, je pense, à Paris, où on voit apparemment un nuage nucléaire, des autres disent c'est la sexe d'une femme, et la main d'un homme avec un cigare. Donc une image qui encore, jusqu'au récent, très, on peut juste penser à la scandale en États-Unis de Bill Clinton et Monica Lewinsky, le rôle des cigares dans cette affaire. Donc l'idée, comme j'ai déjà dit, évoquée avant, la sexualité, notamment de la femme, la libération de la femme, ou le rôle en général avec le pouvoir et la fumée. Donc nous, on a inverti cette image. Donc là, c'est plutôt quelque chose de phallique et la main d'une femme. Donc, je pense que je n'ai pas le temps de parler de ça. Un autre environnement de la saturation CO2 à Paris. Combien? Oh, c'est rien. Ok, ça c'est un problème. Ok, donc je voulais vite parler de pourquoi je suis ici, donc la plantation de tabac. Donc, parce qu'on a voulu, comme on travaille sur ce livre, Man-Made Clouds, on a déjà travaillé à Italie, un centre d'art pour agriculture organique et l'art contemporain dans les Abruzes, c'est une région à côté de Roma, et on a été invité de commencer à travailler sur le livre. Donc tout de suite, très vite, on s'est dit, on veut aussi pas seulement faire un livre sur les nuages par homme, on veut aussi que des gens puissent fumer les livres en tant que tel. Donc, créer un papier à partir du tabac. Donc, ce qu'on a commencé avec une plantation de tabac dans ce centre. Ici, on voit un sorte d'événement public pour que tout le monde peut venir pour planter avec nous le tabac.
voilà, le tabac en général vient dans cette forme-là. C'est un peu difficile de pousser les grains parce qu'il faut faire ça dans une serre. Mais normalement, on achète déjà des petites pousses ou, comme on dit, j'ai noté, rejetons, peut-être, je ne sais pas. Ouais, on fait comme ça et on les plante. Donc on voit, ça pousse, ça c'est peut-être après 2 mois. Et après, la récolte fait normalement dans 3 phases. Donc on commence en bas et on monte plus en plus haut. Ici, on voit les plantes sont à la fin, ils arrivent à une taille déjà presque 2 mètres. Et donc tout ça, je trouve, c'est intéressant un peu aussi le cœur du projet, de dire qu'en Europe, on vit aujourd'hui dans cette... Et là, je pense que le design et l'art, c'est un bon vecteur parce que tout le monde parle de qu'est-ce qu'on peut pousser dans les jardins tout d'un coup. Et évidemment, le tabac, personne ne s'intéresse. Et c'est dommage parce que si tous les autres produits viennent organiques, c'est évidemment aussi intéressant de stimuler une production du tabac organique, pourquoi pas. Mais on sent qu'en Europe, la situation est très dramatique parce que plus en plus, on a perdu notre production de tabac. Donc, par exemple, on sait, par exemple, à Paris, il était à Aubervilliers, à Pantin, il était des grandes maisons de séchage. Ici, on voit une serre de séchage à Abruzzo, dans cette région. Et cette région, c'est le même phénomène. C'est une grande région pour la production de tabac. Aujourd'hui, il reste juste cette petite usine de tabac qui était très content en fait, de travailler avec nous sur les projets. Donc ça, c'est une ancienne façon de... et aussi parce que la production de tabac implique beaucoup de productions chimiques. Donc il faut, pour vraiment être sûr que la nicotine est très développée, il faut couper encore des petites... encore pousses, je pense, des petits trucs qui... Ouais, il faut couper, utiliser la chimique et abattre beaucoup des animaux pour que ça pousse vite et efficace. Donc, voilà l'idée de développer de notre côté un papier organique à base d'un tabac organique qu'on peut fumer. Donc là, on travaille avec, c'était les premiers tests. Fabrino, c'est un peu comme en France, Claire Fontaine, j'imagine. C'est une ville entière en Italie où on produit où il y a le papier produit à partir du papier produit. Nous, on a été allés dans les derniers petits laboratoires où on peut fabriquer le papier fait à la main. Donc, on a commencé, on voit ici les premiers essais. Il y a beaucoup, j'ai juste choisi quelques-uns. Il y a des différents mélanges entre papier et entre tabac et d'autres produits, et on a essayé d'ajouter vraiment rien. Donc on a travaillé à la début qu'avec du amidon et tabac pour pas des produits supplémentaires dedans. Donc ça, voilà, mais je ne sais pas si j'attends pour tout ça, une petite performance. Tout le monde a vu ça déjà. Ça, c'est intéressant, je trouve, que, encore une fois, parce qu'on parle de la virtualisation, de l'immatérialisation des nuages de tabac, et on voit comment ça aussi arrive dans sa phase finale. Donc, on est avec la cigarette électronique. Donc, j'ai amené un ici, qui nous avons à la même temps inspiré, parce que ça devient tellement un monde complexe, là. La fumée artificielle, de nous-mêmes aller dans un laboratoire à Paris, CNAM, le laboratoire CNAM qui vient d'être détruit. Et on a fabriqué du essence du tabac qu'on a après mélangé avec un polypropylène, donc ce qu'on voit ici aussi dedans, pour créer un système qui peut évaporiser. Et je vois d'ailleurs, il faut que je montre vite une vidéo encore. Que vous voyez un peu. Oups.
pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, je vais avancer un peu. Là, on est dans les Abruzzes, c'est ça? Oui, voilà. Par contre, je pense ce qui est un autre phénomène intéressant, il y a une relation entre le soleil et la concentration du tabac. Après, la nicotine, en fait, bizarrement, se développe aussi pendant le processus du séchage, après. Mais sinon, le tabac pousse partout. Lontana te caccivo sta, la nostra Gia. Ici, c'est un peu la fin. Ouais. Non passato. Quando ti penso vorrei tornare alla mia bello, al casolare. Come ve in parte, pace e bene, ho detto la massima. Voilà. Et c'est devenu aujourd'hui un monde tellement complexe, un marché tellement géant, et aussi dans tous les milieux de DIY, do-it-yourself, des applications, des modes, comment on dit, modifications, comment on peut créer des petites machines qui peuvent évaporer pour inhaler, tout basé sur, en fait, comme les machines à disco, sur le polypropylène et le glycérine. Et on ne sait pas encore l'impact, ou s'il n'y a pas. Il y a été une recherche dans les années 45, pendant la guerre, comme il y a beaucoup de danger avec la guerre chimique, avec des produits, aussi la pollution, ou comment on dit ça, la bacteria warfare. De développer, en fait, d'essayer de vaporiser polypropylène dans l'air. Donc, à la limite, aujourd'hui, on pense peut-être que c'est quelque chose pas mal parce que ça tue les bactéries. Mais si on tue les bactéries, c'est normalement aussi, à la même temps, pas très bon parce que c'est le même phénomène. Si on tue tous les champignons, il n'y a pas des arbres. Si on tue toutes les bactéries, il n'y a pas... Mais bref, donc de développer, là c'est un exemple, on a essayé de créer une sorte de parfum, un nuage de parfum avec cette technique. Ah oui, ça c'est juste une très jolie image parce qu'on voit ici le papier d'aminé qui va sauver la planète contre le choléra. On voit des petits nuages qui sortent de la bouche des gens. Donc le papier d'aminé va en fait, à cette époque, on a pensé on peut purifier l'air avec la fumée. Donc tout ça, voilà, c'est un peu de notre côté, évidemment aussi des développements peut-être thérapeutiques pour offrir d'autres solutions ou de créer des produits imaginaires qui peut-être pas arrêter les gens de fumer, mais ici on voit par exemple, c'est encore une fois un papier que nous avons fait en tant que prototype qui la forme d'un cigare qui brûle comme un papier d'aminé. Donc on remplaçait, on veut encore avoir le même sentiment de cette image, mais en fait elle est plus là. Beaucoup encore à montrer. Oui, voilà, c'est presque la dernière image, notre prototype, et ça c'est, je voulais juste voir parce que ça pousse chez nous dans le jardin, dans le cours à Paris depuis déjà 3 ans. Donc c'est toujours la même plante. Je pense comme on parle de l'âge des plantes, des arbres, je ne sais pas, peut-être cette plante elle peut exister peut être très âgée un jour, je ne sais pas. Bon, merci beaucoup. Merci Heiko. Et tu parlais de la manière dont que c'était un sujet très politique. Comment ça a été perçu justement par les politiques, le fait de travailler autour de cette question du tabac et de redonner vie en fait à une production locale dans les Abruzzes, c'est ça? En fait, dans ce contexte-là, peut-être personne n'a regardé. Je suis aussi pas sûr. Je sais qu'en France,
il y a, ou dans plusieurs pays en Europe, ou en France, en Allemagne surtout, sûrement, il y a une limite des plantes. Je pense qu'on peut avoir une limite des plantes de tabac, je pense 100 plantes, je ne suis pas sûr, pour la consommation. Dans ce centre, il n'y a aucune personne qui a regardé. À l'inverse, comme j'ai déjà expliqué, il était une ancienne usine qui nous avons gratuitement donné ces petites plantes pour les cultiver et qui était tellement enchanté que quelqu'un veut faire quelque chose avec le tabac. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, moi, je trouve, on voit aujourd'hui que, par exemple, on a approché un laboratoire à Manchester récemment pour nous aider de développer une fibre pour encore renforcer la structure du papier. Et ce sont souvent des réactions comme ça qui sont étonnantes, en disant, voilà, tout le laboratoire a une sorte de, en anglais, c'est blanket ban. C'est pas du tout possible de faire une recherche dans ce domaine. Donc voilà, c'est un bon exemple parce que c'est évidemment comme la plante magique. Il y a tellement de la recherche à faire, je pense, dans toutes les directions. Et c'est drôle de voir que tous les domaines se désassocier avec une plante comme ça qui a à la limite beaucoup de possibilités. Donc c'est ouais. Il y a une ou deux réactions avant qu'on... Oui, parce que moi je me souviens, il y a quelques années, on cherchait justement au début du design végétal des éléments pour faire de la culture hors sol. Et il y a énormément de boutiques qui sont développées. C'est toutes pour les producteurs de marijuana locaux, quoi. Il y a aussi toute cette recherche, effectivement, fait que ça développe aussi une connaissance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les plantes à travers uniquement, c'est vrai, la marijuana. Donc, oui, tu as raison. Oui, c'est vrai. J'imagine, si tu as raison, oui, c'est intéressant que cette subculture, un peu tout ce qu'on connaît en hydrophonique culture viennent de là. En fait, c'est un bon exemple. Ouais. J'avais juste une curiosité, pas si ça marche. Vous aviez intitulé votre intervention Politique des plantes. Il a été beaucoup question de politique de l'atmosphère, ou design de l'atmosphère aussi, avec des valeurs politiques plus ou moins accentuées. À un moment, vous avez cité son travail effectivement sur la visibilité nouvelle de l'atmosphère, sa dimension politique, la nouvelle intervention effectivement sur l'atmosphère, l'air conditionné, les gaz pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc je me demandais si ça fait partie de vos références théoriques dans le travail que vous avez fait, notamment avec l'incinérateur, l'atmosphère rendue visible en verte, etc. Est-ce que ce sont des lectures qui ont alimenté votre démarche ou pas? Je n'ai pas tout compris, mais je pense que c'est la question entre peut-être recherche et pratique. Non, c'est une question très précise. À un moment, vous avez évoqué Sloterdijk, Sloterdijk, si vous préférez, concernant l'atmosphère, la nouvelle visibilité politique de l'atmosphère au cours du XXe siècle. Okay. Donc je voulais savoir si cette lecture des sphères était un référent théorique qui vous a conduit, orienté, etc., dans vos interventions artistiques. En fait, pour dire la vérité, j'ai découvert Sloterdijk après. Dommage. À la même temps, ça clarifiait, j'imagine, beaucoup de choses pour moi. Mais je pense, comme j'ai déjà évoqué, Hélène et moi, c'est une recherche à travers... J'ai pensé que cette question va quand même aller dans cette direction. C'est vrai que notre recherche est plutôt, comme j'espère que j'ai expliqué, pratique. Donc, si après on fait comme dans le livre, c'est une deuxième façon de nous expliquer. Mais par exemple, avec Nuage Verte, ce sont des choses... c'est un projet nous, on arrive avec quelque chose de très général et après, on découvre plein de choses dans notre pratique. Comme on a dit, le langage officiel de la bureaucratie. Comme avec ce projet-là, on juste découvre comment le papier est produit, qu'est-ce qu'il y a dans les cigarettes, qu'est-ce qu'il y a dans les papiers des cigarettes. Donc c'est vraiment, on découvre
tous nous-mêmes. Après, la lecture, c'est quelque chose en parallèle qui peut-être peut après susciter des autres, comment dire, des autres vecteurs pour des nouveaux travaux, peut-être après. Mais c'est vrai, comme Claude a dit, que c'était quelque chose, un univers parallèle qui m'a éclairé beaucoup de choses. Ouais. Je vois pas de questions. Ou on attaque les suivants et on se garde le temps peut-être pour la table ronde plutôt que je monopolise la parole. Donc on va appeler les intervenants suivants, Marie-Aude Caraès et Bruno Marmiroli. Et comme ça on se garde un petit peu de temps en fin de matinée pour débattre.